Bonjour à tous. Studio Lacan regarde aujourd'hui vers les États-Unis. Contrairement à Freud, qui en 1930, dans son malaise dans la civilisation, refusait de se laisser tenter par une critique de la société américaine, nous, à Studio Lacan, nous ne nous interdisons pas d'analyser les menaces actuelles qui pèsent sur la plus grande démocratie du monde. C'était d'ailleurs l'objet de notre émission le 18 juin dernier, où nous avions invité Hélène Canquin et Michael Stambolis, et émission qui était consacrée donc à l'avortement aux États-Unis. Alors, Studio Lacan vous propose une émission dans l'après-coup des midterms, ces élections qui ont vu les Américains retourner aux urnes après 2 ans, après la présidentielle dont l'ancien président Donald Trump et les partisans contestent encore les résultats. Studio Lacan se penche donc avec son invitée Margot Boisiz sur l'état de la démocratie américaine. Joe Biden lui-même a prévenu ses compatriotes une semaine avant le scrutin. L'enjeu des midterms cette année n'était rien d'autre que la survie de la démocratie en Amérique. Oui, alors France, la prudence de Freud ne l'a pas empêché 2-3 ans plus tard d'écrire avec l'un de ses analysants un portrait du président américain Wilson, on en a parlé dans une émission de Studio Lacan aussi, ni d'ailleurs de faire un voyage aux États-Unis qu'il considérait crucial, pensant bouleverser par la psychanalyse les Américains, quand c'est eux qui ont failli réussir à absorber la psychanalyse. En fait, quant à Lacan, lui n'a cessé de converser par rapport à l'American Way of Life et de la corruption qu'il considérait que cela introduisait dans la découverte freudienne. Bon, docteur en droit public, maître de conférences à l'université de Bourgogne et spécialiste des États-Unis, Margot Boisiz, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Studio Lacan. Comme France le disait, les midterms sont un prétexte pour reparler de la démocratie en Amérique, dans la lignée, on pourrait dire, initiée par Tocqueville. Alors, les midterms sont donc venus à mi-mandat d'une élection présidentielle qui succédait au séisme stupéfiant qui a vu Donald Trump accéder à la fonction suprême de président des États-Unis. Alors, pour lancer notre conversation, j'ai été frappé que dans un papier en ligne pour le Club des juristes, je pense, vous n'hésitez pas à parler de tentative de coup d'État à propos de la prise d'assaut du Capitole, que le monde entier a vu et regardé tout aussi, je dirais, stupéfait. Alors, en psychanalyse, on est à la fois extrêmement attentif à prendre au sérieux le poids des mots, tout autant que nous sommes confrontés à on pourrait dire un ne rien vouloir savoir fondamental. Il y a donc une tentative de coup d'État dans la démocratie qui se veut au cœur des démocraties occidentales et dans cette puissance mondiale ? Oui, tout à fait. Donc, pourquoi on peut dire qu'il y a une tentative de coup d'État ? Donc, un coup d'État, c'est une tentative de prendre le pouvoir par un groupe qui ne l'a pas par les voies légitimes, tel que le pouvoir est organisé dans un État. Et là, en l'occurrence, le 6 janvier, on est dans le contexte de la vérification des votes. Donc, c'est le moment dans la démocratie américaine où on va vérifier que les personnes qui ont été élues ont été bien élues. Donc, quand on arrive armé à l'endroit où a lieu cette vérification pour empêcher qu'elle ait lieu, et donc pour empêcher que on puisse acter à la fois que le président et surtout que les membres du Congrès ont été régulièrement élus, eh bien, on veut prendre le pouvoir. On veut prendre le pouvoir par les armes et donc pas par les urnes. C'est pour ça qu'on peut considérer que c'est un coup d'État. Les personnes du Congrès qui se trouvaient à l'intérieur à ce moment-là
du Capitole ont été terrorisées, se sont réfugiées, elles ont craint pour leur vie. Oui, on a tous vu les images qui étaient vraiment consternantes, vu l'Europe. Et donc, on peut considérer, dans ce contexte, qu'il y a bien eu une tentative de coup d'État, de prise du pouvoir par la force, le tout plus ou moins subtilement invité par Donald Trump, qui dit « We must stop the steal », arrêter le vol, et par là, il entendait arrêter le vol des élections, c'est-à-dire empêcher qu'on puisse déclarer que les élections ont bien eu lieu de la manière dont elles ont eu lieu et que ceux qui ont gagné les élections ont effectivement gagné les élections. Donc dans ce contexte, je pense qu'on peut tout à fait parler de tentative de coup d'État. Oui. Alors, justement, pour Yves parler du Capitole, donc ces images qu'on a tous vues, ça m'a fait penser à la question des institutions américaines, et notamment à la Cour suprême qui, jusque dans les années 30, d'ailleurs, siégeait au Capitole, puisque c'est seulement à partir des années 30 qu'elle a eu son propre building, si j'ose dire, juste à côté. Alors, on parle beaucoup de Donald Trump. On espère que Donald Trump va être digéré, on va dire, par cette grande démocratie qui a l'habitude, effectivement, de se remettre, on va dire, de ses erreurs. Mais en même temps, on est bien obligé de reconnaître que les institutions américaines sont un peu dans un état préoccupant. Alors, vous êtes spécialiste des institutions américaines. Et donc, c'est pour ça qu'on voulait vous interroger à ce sujet. Et précisément, donc, comme je le disais, à propos de la Cour suprême, qui est vraiment cette institution prestigieuse, les 9 juges nommés à vie, enfin, qui est garante, on va dire, de la constitutionnalité des lois. Et pourtant, on la découvre. On en a déjà parlé un petit peu avec vos collègues Hélène Canquin et Michael Stambolis. On la découvre de plus en plus partisane. Et c'est très préoccupant. Elle est presque avec des arrêtés presque liberticides. Donc, on voulait vous entendre un peu sur cette question-là. Oui, donc la Cour suprême, et donc vous disiez qu'il y a un problème de digestion. Je pense que c'est sur le plan judiciaire que l'indigestion Trump va être la plus grande, puisqu'il a nommé beaucoup de juges fédéraux, donc des juges à la Cour suprême, mais aussi à tous les niveaux, de la justice fédérale. Donc ça va être des conséquences lourdes et de long terme sur le fonctionnement de la justice aux États-Unis. Donc pour se contenter de la Cour suprême, au sein de la Cour suprême, il y a en effet 9 juges qui sont nommés à vie, et sur les 9, actuellement, 3 ont été nommés par Donald Trump. Donc ça représente quand même un tiers, une portion substantielle. La Cour suprême, c'est quelque chose dont on se représente mal le pouvoir et le poids dans le contexte français, puisque si on veut la comparer au Conseil constitutionnel, ça n'a rien à voir. Voilà. Ce serait le Conseil constitutionnel, plus la Cour de cassation, plus le Conseil d'État, dans une société où on aurait reconnu beaucoup plus de pouvoir et de légitimité au pouvoir judiciaire qu'on ne le fait en France, où il y a une vraie méfiance et défiance à l'égard des juges qui n'existent pas dans le contexte américain. Donc la Cour suprême, elle était conçue pour être en effet en partie le garant de l'ordre au sein de l'Union. Et elle s'est reconnue, en 1803, le pouvoir de contrôler la constitutionnalité à la fois des actes du président et des actes du Congrès. Donc il y a un contrôle du pouvoir judiciaire sur le pouvoir politique qui est possible aux États-Unis et qui est beaucoup moins possible en France, mais même en Europe de manière générale, même si ça évolue. Donc un pouvoir très important et pendant très longtemps une tradition de nommer des juges de manière relativement bipartisane. Alors comment c'est bipartisan s'ils sont nommés par le président ? Il faut comprendre que les juges sont nommés par le président, mais qu'ensuite ils doivent être nommés avec l'avis et le consentement du Sénat. Et donc le Sénat va donner son avis et son consentement à toutes les nominations présidentielles pour tous les juges, y compris pour les juges à la Cour suprême. Et pendant très longtemps... C'est un filtre, en fait. C'est un filtre. Et c'est pour ça que là, par exemple, pour revenir au midterm, c'est déterminant de savoir que les démocrates ont conservé le Sénat. Ils vont pouvoir continuer à confirmer les nominations de Joe Biden. Sinon, tout pourrait être bloqué. Et pendant très longtemps, c'était des votes bipartisans avec de très larges majorités. Donc les autres membres, on pouvait ne pas être d'accord avec leur orientation idéologique, mais on était d'accord qu'ils étaient compétents, qu'ils étaient légitimes à siéger à la Cour suprême, et ils étaient, on pourrait dire, élus, ils étaient confirmés dans leurs fonctions avec 80-90% des voix au Sénat.
Et il y a eu vraiment une inflexion et une crise à partir du décès d'un membre conservateur qui a conduit le Sénat, qui était alors républicain, à refuser d'examiner la nomination proposée par Barack Obama en 2016. Et donc pendant 1 an, la Cour suprême a gardé 8 juges et non plus 9, parce que le Sénat, ce n'est pas qu'ils ont refusé la nomination de Barack Obama, c'est qu'ils ont refusé de l'examiner. Et c'est un moment important dans la démocratie américaine, puisque c'est un moment où les républicains n'ont plus vraiment voulu jouer le jeu de la démocratie américaine. On y reviendra tout à l'heure. Et donc c'est un point pivot, ça, ce moment-là. Oui. Et à partir de ce moment-là, comme Obama n'a pas pu nommer un nouveau juge, d'entrée de jeu, Trump a pu en nommer un nouveau. Ensuite, Anthony Kennedy a décidé de prendre sa retraite à ce moment-là, de manière stratégique pour permettre à Trump d'en nommer un deuxième. Et de manière tragique, quelques semaines avant les élections, Ruth Bader Ginsburg, qui était libérale, est décédée. Et Trump a pu nommer une 3e juge à la Cour suprême, alors même que le processus électoral avait commencé, ce qui était la raison pour les républicains de ne pas vouloir... c'est la raison qu'ils avaient invoquée. Ils avaient dit les élections sont dans 1 an, ce n'est pas possible. Alors que quand les élections ont commencé, là c'est tout à fait possible. Donc on voit cette inflexion des républicains. Et donc on a ces 3 juges, un conservateur, un modéré, une libérale, qui sont remplacés par 3 juges très conservateur et élu avec des majorités ridicules. Par exemple, Brett Kavanaugh, il est élu à 50 contre 49. Donc quand on compare avec la légitimité de la personne qu'il a pu remplacer, ça n'a absolument rien à voir. Et donc c'est une cour d'idéologues de plus en plus. Sur tous les membres, il y en a 5 qui ont été formés par une institution qui s'appelle la Federalist Society, qui est une institution qui a une idéologie très conservatrice et qui les passe à la moulinette de cette idéologie. Et une fois en poste, ils déroulent le tapis de cette idéologie. Et donc, c'est une machine bien huilée du côté des conservateurs, là où les libéraux n'ont pas réussi à s'organiser de manière aussi... Ils sont un peu à la traîne. Alors justement, à propos des décisions, des décisions liberticides, il y en a quand même une série concernant le droit de vote, qui est quand même la condition de la démocratie, bien entendu, le vote populaire. Et donc, alors là, ça paraît complètement irréel, là aussi, vu d'Europe. Mais donc, et là aussi, vous êtes spécialiste de la question, on a l'impression qu'on est en train de revenir à l'époque de la ségrégation, où en effet, il y avait des restrictions sur le droit de vote des Noirs, les Noirs qui avaient pourtant acquis le droit de vote, en tout cas les hommes noirs, après la guerre civile. Et là, ce à quoi on assiste avec la Cour suprême, peut-être que vous pouvez nous en dire un mot, on a l'impression que c'est un retour en arrière. Il y a effectivement un retour en arrière. Pour aller très vite, le droit de vote est acquis en 1870, mais il n'est pas du tout effectif en raison des règles liées à la ségrégation, qui sont notamment validées par la Cour suprême, qui développe la doctrine raciste séparée mais égaux à la fin du 19e siècle, doctrine sur laquelle elle ne revient pas avant 1954. Et donc pendant un siècle, en réalité, sur le papier, les personnes noires ont le droit de vote, d'abord les hommes puis les femmes, mais en réalité, pas du tout, et ce n'est effectif qu'avec une série de législations qui mettent, de ces décisions de la Cour suprême qui mettent fin à la ségrégation raciale, et de législations qui tentent d'endiguer le racisme dans la société américaine. Et notamment une législation qui s'appelle le Voting Rights Act, qui est une loi relative au droit de vote et qui vise à assurer l'effectivité du droit de vote. Et ce qui se passe... En fait, pardon de vous couper, mais en réalité, ce qui se passe, c'est que la Cour suprême, à ce moment-là, dans les années 60, reprend, on va dire, un peu la main sur la question du droit de vote pour le garantir là où localement... c'est une décision du Congrès. Donc c'est une décision, oui. C'est une loi du Congrès. C'est cette loi du Congrès. C'est le Civil Rights Act. Le voting, d'abord, il y a le Civil Rights Act qui est sur les droits civils, qui est de 1964, puis on a le Voting Rights Act en 1965 qui est vraiment sur le droit de vote, l'accès aux urnes, la possibilité d'aller voter. Donc ça, c'est une loi qui est adoptée par le Congrès, qui est à majorité démocrate à ce moment-là, avec Lyndon Johnson qui vient de remplacer Kennedy. Et la Cour suprême ne bloque pas du tout cette loi. Et cette loi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a notamment pour objet de placer sous tutelle tous les États du Sud, enfin pas tous, mais une bonne partie d'États du Sud, tous les États qui ont des pratiques discriminatoires sont placés sous tutelle pour leur droit électoral. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas passer de loi relative au droit électoral sans que ce soit validé
par le gouvernement central, le gouvernement fédéral. Et ça permet d'empêcher qu'ils adoptent tout un tas de lois restrictives du droit de vote. La Cour suprême, en 2013, a dit « Cette loi, elle était peut-être nécessaire dans les années 60, elle n'est plus du tout nécessaire aujourd'hui, donc on va faire sauter de manière technique, c'est pas complètement ça qui s'appelle, mais en gros, on fait sauter ce verrou. » Et cette tutelle, exactement. Et donc, les États sont complètement libres d'adopter toutes les lois qu'ils veulent, y compris des lois qui, facialement, sont neutres sur le plan racial, mais en réalité, vont avoir un impact disproportionné sur les minorités raciales et les empêcheront de pouvoir voter. Et donc, ça, c'est à ce moment-là, les conservateurs sont déjà majoritaires à la Cour suprême, c'est eux qui prennent cette décision. Et Ruth Bader Ginsburg, donc celle qui est récemment décédée, dit que c'est complètement ridicule de dire qu'on n'a plus besoin de cette loi. C'est comme se retrouver dans un orage sous son parapluie et de se dire que comme on n'est pas mouillé, on n'a vraiment plus besoin du parapluie. Bon, alors il y a eu toute la question de l'avortement aussi, mais vous nous disiez, quand on discutait un peu ensemble, vous dites c'est des conservateurs, les nouveaux juges à la Cour suprême, mais vous nous disiez que c'était même un peu plus que des conservateurs, c'est vraiment des idéologues avec une dimension de religiosité presque très importante. Alors il y a en plus cette dimension qui est presque accidentelle, qui est qu'il y a une majorité de catholiques maintenant au sein de la Cour. Ce qui n'est pas rien aux États-Unis, une nation puritaine quand même. Exactement, ce qui est quand même surprenant, mais il y a une forme, je pense, d'alliance objective entre les évangélistes qui veulent à la fois très peu de limites sur la liberté religieuse, donc liberté religieuse qui permettrait aussi de discriminer un certain nombre de personnes pour des fondements religieux. Et aussi des restrictions très fortes sur le droit à l'avortement ou même la contraception. C'est probablement la prochaine étape, la prochaine chose qu'ils ont en ligne de mire. Et c'est la fonction de cette Federalist Society, c'est de former des juristes qui vont pouvoir mettre en place cette idéologie très profondément conservatrice. Et il n'y a pas du tout de pluralisme dans l'idéologie, ce qui est très dangereux pour une institution délibérative. Ils sont 5 avec strictement les mêmes idées, alors que chez les démocrates, donc la libérale de la Cour, il y a quand même une forme de pluralisme. Ils ne sont pas forcément exactement sur les... Mais il y a vraiment eu un mécanisme de prise de pouvoir des conservateurs les plus radicaux qui se sont très bien organisés, qui ont formé des juristes qui après étaient en mesure de prétendre à ces fonctions et de prendre le pouvoir comme ça. C'est ce qui se passe là actuellement avec. C'est un travail de longue haleine en fait. Bien sûr. Ça fait des décennies qu'on prépare ça en fait. Oui. Et que on n'a presque rien vu venir. Première transition, je dirais, dans cette émission, l'écho dans la culture par Nathalie Laqueur. Bonjour Nathalie, vous êtes venue nous parler aujourd'hui du phénomène Lucas Dont. Oui, voilà, inconnu il y a 5 ans, et aujourd'hui, à 31 ans, il est mondialement connu comme le scénariste et réalisateur de Girl et de Close, les 2 seuls films qu'il ait tournés jusqu'à aujourd'hui, tous 2 couverts de critiques élogieuses et de prix prestigieux. Dans Girl, nous voyons la jeune Lara. Pour devenir ballerine, elle pousse son corps à la limite en ne reculant devant aucune douleur. Elle est née Victor, et Dont nous montre combien son corps, l'organe sexuel masculin en particulier, la dérange. Dans l'attente de l'opération à ses 18 ans, un délai pour elle insupportable, elle avale les plus d'hormones possibles. Pour Close, une amitié d'été au parfum d'idylle entre 2 garçons, Rémi et Léo, constitue le point de départ. Inséparables, ils rient, jouent et dorment ensemble, tout en rêvant que cela ne s'arrête jamais. Septembre arrive, ils passent de l'école primaire au lycée, où leur tendresse mutuelle sortant de la norme mâle attire l'attention. « Vous êtes un couple ?» leur demande une fille. Rémi reste impassible, mais Léo est troublé. Sa défense en témoigne. Il nie, s'éloigne progressivement de Rémi et tente de couvrir l'énigme de son sexe en se conformant aux normes du genre masculin.
fond, Nathalie, le genre, les normes, on pourrait dire que Lucas Daunt traite des thèmes en vogue. Tous. Oui, mais il reste quand même loin des clichés. Son abord n'est ni sociologique ni idéalisant. Dont a beau régulièrement évoquer son homosexualité, cela n'en fait pas un activiste de la cause homosexuelle. Léo de Claude, par exemple, n'est pas réduit à une victime de l'homophobie. De même, Girl n'est pas un film de propagande trans. Par ailleurs, dans le Hollywood Reporter, un critique trans a qualifié Girl de film le plus dangereux sur un trans depuis des années. Est-ce que vous diriez qu'on peut parler d'un style Daunt ? Oui, à lire ces interviews, il n'est pas sans savoir que le réel du par-l'être n'est nullement résorbable dans le social. Daunt témoigne comment une part de son être est restée longtemps énigmatique, le plongeant dans la solitude tout au long de son adolescence. Je le cite, « Je n'avais pas l'impression d'être normal. Normal, je n'aime pas ce mot, mais il exprime le mieux ce que je vivais. Je sentais en moi une monstruosité. » Jusqu'à son coming out homosexuel, à ses 21 ans, il dit avoir copié les comportements des autres. Je le recite, « J'étais comme un robot, et si j'avais une personnalité, elle était opaque. » Bon, disons qu'il avait une pente à se réduire à une image. Et est-ce que son style artistique s'éclaire à partir de ce témoignage ? Oui, dans ce film, l'intrigue semble bien secondaire. Il veut montrer, rendre sensible une expérience. Celle de ne pas des assortis en combat avec quelque chose qui lui dérange au plus intime de lui-même. Bien que Léo et Lara soient entourés, Daunt insiste sur la solitude de ce combat. Intéressant, parce qu'en matière de désir et de jouissance, on est toujours renvoyé à une dimension hors sociale. Cette solitude se confirme quand Daunt fait échouer l'effort de ses personnages à s'inscrire dans l'universel. Cela ne constitue en rien une solution à ce qui cloche. Peut-être pour finir, un mot sur la prédominance nette des images sur les mots. La souffrance de Léo et de Lara se voit, mais reste muette. Ce choix de Daunt a d'abord le mérite de mettre l'accent sur l'expérience qui précède toute prise de parole possible, puis de souligner que le silence se conjugue bien à cette expérience. Non seulement parce qu'on a du mal à en dire quelque chose, mais aussi parce qu'il est difficile de trouver un partenaire capable d'entendre une énonciation singulière. Bon, merci Nathalie Merci Lacoeur. beaucoup. Effectivement, il a une façon de filmer qui lui est bien spécifique, on pourrait dire. Tout à fait. Merci, on poursuit notre conversation, Margot Boisis. On voulait peut-être vous interroger sur un phénomène qui nous intéresse en tant que psychanalyste. La question du déni est vraiment centrale en psychanalyse. Freud a fait un article fondamental là-dessus, qu'il décline d'ailleurs en fonction des différentes structures. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là qui... Enfin, c'est une question que je vous pose, qui est montée maintenant sur la scène en politique aux États-Unis, puisqu'il y a toute une partie de l'électorat qu'on appelle les deniers, je pense, et dont vous nous disiez que c'est un phénomène qui sape jusqu'à la possibilité même de la démocratie. Oui, c'est ça, c'est les election deniers, donc on pourrait dire des négationnistes électoraux qui pensent que les élections se sont jamais vraiment passées comme elles se sont passées, qu'il y a toujours des fraudes, qu'en réalité on a triché, etc. Donc, Trump est le premier représentant quand il dit il faut stop the steal, c'est-à-dire qu'il pense que les élections résulte de fraude. Il y a toute une rhétorique liée à la fraude électorale, alors qu'en réalité, les études montrent qu'il n'y a pas de telle fraude électorale aux États-Unis, mais il y a toute une rhétorique liée à la fraude qui permet de mettre en place tout un tas de restrictions du droit de vote, justement, au nom de cette fraude. Donc c'est aussi l'outil rhétorique utile pour cela. Et ces gens qui nient la réalité des élections et la réalité de la victoire de celui qui aurait pu remporter les élections
C'est vrai qu'ils s'imposent de plus en plus, même si là, ils ont quand même principalement perdu les élections. Les Trumpistes les plus durs ont été défaits dans les élections de mi-mandat. Mais il y a cette tendance à revenir sur une idéologie qu'on a pu connaître en Europe dans les années 30, d'un homme providentiel qui permettrait de réaliser le bon destin, la révolution nationale, des rhétoriques qu'on a pu connaître en France, d'un État autoritaire qui aurait besoin d'un leader. Et dans ce contexte, peu importe la démocratie, peu importe les élections, peu importe tout ça, ce qui compte, c'est le chemin providentiel, Make America Great Again, et à n'importe quel prix. Et les élections, c'est un détail, presque un obstacle vers ce chemin-là. Même si on voit que là, il y a quand même un refus de la société américaine, en tout cas dans ces élections-là, d'adhérer à cette rhétorique proto-fasciste, on pourrait dire. Alors, c'est vrai bon, on a quelques petites raisons d'espérer, là, du fait des résultats qui ont un peu contredit, sont venus contredire, on va dire, les sondages un peu alarmistes qu'on avait vu circuler. Mais c'est vrai que, vous avez employé le terme de leader, il y a une crise de ce point de vue-là, quand même, aux États-Unis, parce que, d'un côté, on a un type complètement hors cadre, qui est Trump, qui, en effet, refuse ce que vous appeliez le gentleman's agreement du jeu démocratique, qui refuse de jouer le jeu et qui est complètement, ce qui est d'ailleurs anxiogène, j'ai envie de dire, pour les commentateurs et pour certains Américains. De l'autre côté, on a quand même un Joe Biden qui, alors on l'appelle Sleepy Joe, et tout le monde trouve ça assez amusant, mais enfin on a l'impression quand même que, outre les gaffes et toutes les images un peu catastrophiques qu'on voit circuler sur son compte, on a quand même l'impression que les démocrates eux-mêmes sont bien embarrassés de ce grand-père un peu bienveillant, et parce qu'on en est même venu à solliciter Obama pendant les midterms. Obama est venu à des meetings. Alors justement, cette question du leadership est également une vraie question qui se pose aujourd'hui, un défi à la démocratie américaine, non ? Oui, chez les Républicains, il y a le même problème. Alors, Trump, c'est même pas qu'il refuse le gentleman's agreement, c'est qu'il refuse le principe démocratique. Enfin, le principe démocratique, c'est qu'on se présente à des élections et on peut les perdre. Donc, il dit non, moi, je me présente à des élections, mais je peux pas les perdre. Si je les perds, c'est qu'on s'est trompé, c'est qu'on a mal compté. Donc, c'est un concept quand même tout à fait spécifique. Il y a encore plus d'Américains qu'en 2000, lors des dernières élections, il y avait je sais plus combien de pourcents d'Américains qui croyaient que les élections avaient été truquées, mais il paraît que ce chiffre a progressé. Alors, je n'ai pas de chiffres précis en tête, mais c'est vrai qu'il y a cette rhétorique que les élections sont falsifiées, qu'en réalité, on n'a pas réellement perdu les élections, se répand petit à petit, avec l'idée que de toute façon, il y a aussi des gens qui ne devraient pas, implicite, que des gens qui ne devraient pas avoir le droit de vote. Donc, en réalité, si l'Amérique... Parce que Great Again, c'était quand ? C'était quand l'Amérique était blanche, que les hommes blancs pouvaient voter, riches, pouvaient voter uniquement. Donc, c'est aussi ça. Again, c'était par rapport à quand, hein. Donc, il y a cette idée aussi de la question raciale aux États-Unis et du fait que les Blancs vont être minoritaires en termes de chiffres, qui, je pense, explique aussi la volonté de dénier la réalité des élections, puisqu'on se dit c'est des gens qui de toute façon n'auraient pas dû avoir le droit de voter, c'est des illegal immigrants. Il y a eu toute une rhétorique autour de ces questions-là, je pense, qui peuvent expliquer aussi le succès de cette idée qu'on ne peut pas perdre les élections. Comment vous expliquez, s'il y a une explication, cette rhétorique négationniste? Est-ce que ça relève, je dirais, d'une position subjective de Trump, ou c'est une stratégie de pouvoir, enfin... Trump est un électron libre, donc c'est vraiment difficile de savoir s'il y a une stratégie à l'œuvre pour lui, mais je pense que ça a échoué, mais ça a quand même pu inciter à un coup d'État, puisque c'est forcément parce qu'on dit que les élections sont illégitimes qu'on peut justifier d'aller se saisir du pouvoir qui est en train de compter les élections, c'est de compter les votes, etc. Donc c'est uniquement de cette façon-là qu'on peut légitimer le coup d'État. Je ne sais pas si c'est une stratégie délibérée, mais il y a une volonté d'utiliser
la stratégie qui existe, c'est instrumentaliser cette idée qu'il y aurait des risques de fraude et qu'il faudrait se prémunir de ces risques de fraude pour créer tout un tas de restrictions dans l'accès au droit de vote qui vont indirectement toucher les populations noires et hispaniques. Je prends un exemple très simple. Dire, aux États-Unis, il n'y a pas de carte d'identité nationale. Donc, on dit il faut venir voter avec une carte d'identité avec photographie. La plupart des gens n'ont pas cette carte d'identité. Et on va dire, vous pouvez voter avec votre permis de port d'armes, mais vous ne pouvez pas voter avec votre carte étudiant. Et au Texas, quand on a passé cette loi, quand on était noir ou hispanique, on avait 3 fois moins de chances d'avoir une carte d'identité avec photographie, c'est-à-dire de pouvoir voter là, à un instant T. Donc il aurait fallu faire des démarches pour aller obtenir le papier qui permettait d'aller voter. Et ça se fait au nom de l'idée qu'il y aurait des risques de fraude, qu'il ne faut absolument pas permettre ça. Une autre restriction qui existe, c'est de dire on ne peut pas collecter le vote par correspondance des gens qui ne sont pas de notre famille directement. Donc, quand on est dans une réserve où il n'y a pas la poste, avoir une personne de la réserve peuplée de communautés natives américaines qui collecte tous les bulletins de vote et les amène, bien, on voit bien comment c'est utile pour que ces populations puissent voter. Mais là, on dit non, c'est un crime, c'est de la fraude que de collecter le bulletin de vote d'une personne qui n'est pas... Donc, on voit comment cette rhétorique de la fraude est nécessaire pour justifier la mise en place de toutes ces restrictions au droit de vote. Ça au fond, c'est un retour finalement de l'origine des États-Unis, qui est quand même une origine ségrégationniste et qui a divisé profondément les États-Unis. Oui, c'est vraiment un retour... à des logiques ségrégationnistes. C'est dans cette lignée, parce que c'était pour mettre fin à toutes ces restrictions que le Voting Rights Act de 1965 avait été adopté. Et donc quand la Cour suprême dit on n'en a plus besoin, ou on donne une interprétation très restrictive comme elle l'a fait dans ses dernières décisions, ou permet aussi du découpage de circonscriptions électorales complètement déloyales qu'on appelle gerrymandering, pour en fait diluer le vote des populations noires, pour leur empêcher de choisir des représentants qui pourraient effectivement les représenter. Toutes ces logiques-là, c'est des logiques qui étaient à l'œuvre avant les années 60 et avant que cette loi puisse être adoptée, et qui ne sont possibles que parce que la Cour suprême les autorise. Donc on revient à des logiques de cet ordre-là. C'est ça. Alors en fait, je cherchais désespérément une raison d'être un petit peu optimiste, même si les États-Unis ne donnent franchement pas de raison de l'être pour l'instant. Et finalement, en vous entendant, là, ce que je me dis, c'est que cet équilibre... on va dire, entre une Cour suprême qui donne des pouvoirs localement aux États et qui leur permet donc de remettre comme c'est ce qui a permis la ségrégation. C'est parce que les États, localement, étaient laissés libres de légiférer et de séparer et de faire opérer la ségrégation. Eh bien, ensuite, on a eu un mouvement dans les années 60 grâce à Kennedy et Johnson, où justement tous les activistes pour les droits civiques. Voilà, et tous les Martin Luther King, etc. Mais qu'aujourd'hui, finalement, effectivement, c'est à nouveau on est à nouveau dans cet éclatement, on va dire, de redonner du pouvoir localement. Et c'est dans ce sens-là que la Cour suprême œuvre. Oui, la Cour suprême est vraiment dans une logique de désunion, de faire dégonfler l'État central, de laisser beaucoup de pouvoir aux États, y compris en matière de droit électoral. Donc, de plus en plus, la Cour suprême s'achemine vers ça, mais c'est une forme de désunion. Bon, il y a quand même eu une guerre civile dans ce pays, donc je suis pas sûre que la désunion, ce soit le meilleur chemin vers la sauvegarde de la démocratie américaine. Donc, il y a un vrai problème, une vraie crise. Qu'est-ce qu'on peut espérer ? On peut toujours espérer, c'est-à-dire que quand les mouvements pour les droits civiques commencent dans les années 50, dans les années 60, il fallait bien espérer, il fallait bien avoir un rêve, comme a dit Martin Luther King. Donc voilà, on peut espérer qu'il y ait une mobilisation, on peut espérer que les prochaines élections permettent des réformes au niveau fédéral, par le Congrès. Mais malgré tout, c'est vrai que cette Cour suprême, telle qu'elle est et telle qu'elle est composée, est susceptible de freiner tout élan du Congrès au nom de la souveraineté des États, parce qu'elle se fait vraiment l'institution qui veut défendre le fait que les États doivent être souverains, doivent être autonomes, doivent prendre des décisions qui sont
séparée de celle du gouvernement central, et ça crée une république de plus en plus éclatée aux États-Unis. C'est ça, c'est la réaction contre le big government, voilà, et vous l'expliquez très bien, comment trop de pouvoir localement tue l'union, en fait. C'est ça. Et c'est ce qui se passe, ce qu'on a vu avec l'avortement et la question. Oui, parce que malgré tout, il y a quand même une nécessité de collaborer. Si on prend l'exemple de l'avortement, par exemple, les premières... Là, il y a un certain nombre de lois qui vont commencer à poser problème. Est-ce que si je vais me faire avorter dans l'État d'à côté, si je traverse les lignes d'un État à l'autre pour aller me faire avorter que je reviens, est-ce que mon État peut vraiment... Il faut quand même être d'accord sur des principes de base, idéologique pour pouvoir avoir une union ouverte, question qui se pose aussi dans l'Union européenne, mais pour avoir un espace ouvert où on circule de l'un à l'autre, etc. Et s'il y a vraiment une rupture idéologique qui est trop forte, la crise peut être vraiment assez importante. Il y a trop d'horizontalité et pas... Alors, juste encore sur la question de l'optimisme, entre guillemets. D'abord, Donald Trump a été battu. Et puis, puisqu'on il est candidat. Il a dit qu'il était candidat à l'investiture républicaine. Oui, c'est clair. Ça ne veut pas dire qu'il va l'avoir. Ça veut pas dire qu'il va l'avoir. Puisqu'on prenait aussi prétexte des midterms, quand même, je ne sais pas pourquoi, peut-être vous pouvez nous expliquer rapidement. On dit que logiquement, c'est souvent le pouvoir et le président en place qui perdent les midterms ou qui sont défavorisés. Ici, il y a eu un résultat électoral un peu inattendu et particulièrement tous les, ce qu'on appelle les baby Trumps, qui s'inscrivaient dans la droite ligne de Trump, ont, au sein même des républicains, perdu les élections. Comment est-ce que vous l'expliquer, enfin... je sais pas si j'ai une explication, mais c'est vrai que ces élections de mi-mandat, donc qui renouvellent l'intégralité de la Chambre des représentants et un tiers du Sénat, ils n'ont pas gagné non plus. Ils ont juste moins perdu que prévu. C'est ce qu'on disait. Oui, parce que... Voilà, ils ont quand même perdu la Chambre. Ils ont perdu la Chambre des représentants et le Sénat se renouvelle par tiers. Et ils ont réussi à maintenir une très courte majorité au Sénat. Donc, il y a quand même un problème qui reste. Et les Trumpistes perdent. Je pense que je pense que même tout ce qu'on peut dire sur le fascisme aux États-Unis, etc., je pense que malgré tout, il y a un rejet de cette idée que les élections ne servent à rien et qu'on peut dire qu'elles sont tout le temps falsifiées et qu'il y a la fraude. Je pense que ça crée une crise de confiance. Enfin, forcément, quand on ne veut pas jouer le jeu démocratique, c'est pas étonnant qu'on perde des élections qui reposent sur ce même jeu-là. Mais ça veut pas... Enfin, je pense que ça illustre une crise plus générale du Parti républicain qui est divisé entre cette espèce d'excroissance trumpiste et dont ils ne savent pas quoi faire et la nécessité de se réinventer pour être capable de mobiliser à nouveau des électeurs différents. Et c'est des crises que les partis aux États-Unis ont connues. Les démocrates ont dû se réinventer à plusieurs moments, les républicains aussi. Et là, c'est une grosse crise du parti républicain, ce qui ne veut pas dire qu'ils vont nécessairement perdre les prochaines élections. Bon. Il y a encore beaucoup à dire, mais on est obligé d'en rester là pour aujourd'hui. Merci beaucoup Margot Bozis d'être venue nous expliquer tout ça à Studio Lacan. Notre émission de Studio Lacan touche à sa fin, donc il ne reste plus qu'à prendre congé et vous donner rendez-vous samedi prochain.